Alors, je voudrais tout d'abord remercier le Centre européen de musique et plus spécialement son président Georges Chaminet de m'avoir convié au premier colloque international et transdisciplinaire du CEM. C'est un moment très spécial pour moi et c'est donc un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Thomas Cousin, j'ai 27 ans, je suis diplômé d'histoire, de sciences politiques, de 2 masters en études européennes. Et dans le cadre de mes études au Collège d'Europe, j'ai notamment consacré un mémoire de recherche à Pauline Viardot. Alors pourquoi Pauline Viardot? De nos jours, Pauline Viardot est au mieux méconnue, voire inconnue du grand public, car elle a tout simplement été éclipsée par la postérité. Pourtant, elle fut une figure éminente de l'Europe artistique et intellectuelle du XIXe siècle. Des plus grands compositeurs de son temps jusqu'aux têtes couronnées européennes, tous furent conquis par le talent et la personnalité unique de Pauline Viardot. Je vais donc profiter de cette formidable occasion pour vous parler de Pauline l'européenne, mais également de Pauline la républicaine. Fille du grand ténor andalou Manuel Garcia, sœur de la Malibran, l'une des grandes premières divas de son temps, et de Manuel Garcia Sitges, l'inventeur du laryngoscope. Pauline Viardot naquit dans une famille où le génie semblait héréditaire, selon les propres mots de Franz Liszt, son professeur de piano. Pauline devient très rapidement l'amie intime de Frédéric Chopin et de George Sand. Saint-Saëns, Berlioz, Meyerbeer, tous ont écrit spécialement pour elle des rôles majeurs de l'opéra romantique. Son salon de la rue de Douai, particulièrement prisé du tout Paris, accueillit Rossini, Verdi, Wagner, Liszt, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Berlioz et tant d'autres. Pour Clara Schumann, pas de doute, Madame Viardot est vraiment la femme la plus géniale que j'ai jamais connue. Ce que confirme Franz Liszt en ces mots, « Vous admirez l'affaire de tout le monde, mais je me flatte d'y exceller depuis nombre d'années. » De son côté, Giacomo Meyerbeer considère que Pauline est la première artiste de l'univers. Enfin, pour Hector Berlioz, Madame Viardot est une des plus grandes artistes que l'on puisse citer dans l'histoire passée et contemporaine de la musique. Car Pauline, la cantatrice, traverse l'Europe et conquiert toutes les scènes du continent. De Grenade à Saint-Pétersbourg, en passant par Paris, Londres, Bruxelles, Vienne, Berlin, elle se produit devant toutes les têtes couronnées du moment. Le roi Louis-Philippe à Paris, la reine Isabelle II à Madrid, l'impératrice Marie-Anne à Vienne, puis s'enchaînent Berlin, Koblenz, Baden-Baden, où Pauline noue un lien privilégié avec la famille royale de Prusse. D'abord le roi Frédéric Guillaume IV, qui l'invite à se produire devant la reine Victoria d'Angleterre, puis le futur empereur Guillaume Ier, à qui Pauline dédiera une marche militaire en 1867. À Saint-Pétersbourg, le tsar Nicolas Ier lui réserve un accueil triomphal. Enfin, à Londres, Pauline chante dans les salons de la reine Victoria et à Covent Garden, devant Napoléon III. Finalement, et c'est peut-être le plus révélateur de la reconnaissance des cours européennes pour le talent de la polyglotte Pauline Viardot, l'importance de son salon de Baden-Baden qui devient rapidement le rendez-vous de la haute société badoise des années 1860, lieu de villégiature, de musique, de rencontres, où l'on croise à l'occasion le futur empereur Guillaume Ier avec sa femme, la reine Augusta, mais aussi un certain Otto von Bismarck, ou encore la grande duchesse Louise de Bade, le grand-duc Constantin de Russie, le roi des Belges, Léopold Ier, le roi des Pays-Bas, Guillaume III, et j'en passe. Bref, on le voit, les hommages à Pauline l'européenne ne manquent pas. La reconnaissance de ses contemporains semble évidente, si bien qu'il paraît peu compréhensible qu'une telle artiste, ayant marqué à ce point son temps, soit aujourd'hui tombée dans l'oubli. Essayons alors de dresser quelques éléments de réponse à cet oubli. Un premier élément, paradoxalement, pourrait être l'exceptionnelle longévité de Pauline Viardot, décédée à l'âge de 89 ans, soit plus de 3 décennies après avoir mis un terme à sa carrière publique. Il est évident que, contrairement à sa sœur la Malibran, décédée à 28 ans au sommet de la gloire, la mort de Pauline n'est pas suscité le même émoi. Ses obsèques parisiennes furent, en plus de cela, éclipsées par les grandes funérailles nationales du roi Édouard VII d'Angleterre ayant lieu le même jour. Rappelons aussi et surtout que Pauline est une femme, née en 1821. Un deuxième élément de réponse pourrait donc être que sa condition de femme au XIXe siècle a probablement été un grand frein tout au long de sa vie et l'une des raisons de son absence de postérité. Beaucoup ne le savent pas encore aujourd'hui, mais si les femmes compositrices ne sont pas un phénomène répandu au XIXe siècle,
C'est tout d'abord parce qu'elles n'ont pas accès à la classe de composition du Conservatoire de Paris. En effet, dans les années 1830, l'enseignement est exclusivement réservé aux hommes. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1850, sous la République, que l'égalité d'accès est établie avec l'apparition de la mention pour les femmes dans le nouveau règlement intérieur du Conservatoire de Paris. Pauline suit donc d'abord les cours de son père, Manuel Garcia, puis les cours privés du grand compositeur Anton Reicha, qui est justement professeur de composition au Conservatoire de Paris et également un grand défenseur des compositrices de l'époque. Bien des années plus tard, c'est Franz Liszt qui consacre le talent de Pauline. Jamais il n'eut une femme compositeur de génie, en voilà une, enfin. Par ailleurs, alors adolescente, Pauline rêve de devenir pianiste. Son professeur de piano, qui n'est d'autre que le virtuose Franz Liszt, l'y encourage fortement. Mais Pauline fait rapidement face au refus de sa mère, Joaquina, qui craint qu'une femme ne puisse pas réussir aussi bien qu'un homme dans une carrière de pianiste. Pourtant, c'est en tant que pianiste que Pauline va débuter sa carrière musicale en 1836, en accompagnant sa sœur, Maria, la Malibran, pour la première, mais aussi pour la dernière fois, la Malibran décédant le mois suivant. Désormais, Pauline reprendra l'héritage de sa sœur pour devenir l'une des plus grandes cantatrices d'Europe. Cette particularité de Pauline, on la retrouve dans son mode de vie, à travers son couple. Il est important, par exemple, de souligner que Louis Viardot démissionne de son poste de directeur du théâtre italien juste après son mariage avec Pauline, afin de pouvoir la suivre dans ses tournées européennes. Pourtant, à cette époque, dans de nombreuses strates de la société, les femmes ont un rôle à la marge. Elles sont, pour une grande majorité d'entre elles, extrêmement dépendantes de leur mari. Chez les Viardot, c'est Pauline qui rapporte l'argent et qui fait vivre le foyer familial. Par ailleurs, Pauline et Louis ont 4 enfants, ce qui n'empêche pas Pauline, comme on l'a vu, d'assumer une grande carrière musicale qui l'emmène aux 4 coins de l'Europe. Les Viardot sont donc un couple moderne à cet égard. Enfin, Pauline est non seulement une femme, mais une femme républicaine. Ce qui, là encore, on va le voir maintenant, constitue un obstacle majeur dans le bon déroulement de sa carrière, notamment en France. Et cela pourrait en partie expliquer que, nul n'étant prophète en son pays, Pauline Viardot ait pu souffrir d'une image différente en France que dans le reste de l'Europe. Pauline, qui lance sa carrière sur les scènes françaises en 1838, se marie quelques mois plus tard avec l'écrivain socialiste Louis Viardot, éminente figure intellectuelle de l'époque. L'engagement républicain de Louis est connu de tous, et comme on va le voir, il s'avère rapidement compromettant pour la suite de la carrière de Pauline. Par exemple, après que Louis Viardot et sa grande amie George Sand aient cofondé la Revue indépendante en 1841, un journal socialiste opposé au régime du roi Louis-Philippe, Pauline Viardot subit toutes sortes d'attaques dans la presse, notamment une critique acerbe de la Revue des Deux Mondes, qui force Louis Viardot à répondre dans le journal Le Siècle. Et je cite : « On vient de me faire lire, dans la Revue des Deux Mondes du 1er décembre, un article sur le théâtre italien très malveillant pour Madame Pauline Viardot Garcia. Il me sera du moins permis d'expliquer aux lecteurs de la Revue des Deux Mondes pourquoi la même personne qui, à ses débuts, il y a 3 ans, était portée au nu dans ce recueil, y est aujourd'hui rejetée si bas. C'est que depuis lors, Mademoiselle Pauline Garcia est devenue Madame Viardot, et que Monsieur Viardot est l'un des fondateurs de la Revue indépendante. » Pauline partage les convictions républicaines de son mari, c'est un fait, mais elle doit maintenant assumer toutes les conséquences de cette attaque politique. La conséquence directe, c'est un ostracisme des scènes parisiennes, puisque Pauline ne décroche plus le moindre contrat jusqu'à la Révolution de 48. Me direz-vous, cela tombe bien puisque pour Pauline, les années 1840 sont synonymes de grandes tournées européennes et de multiples rencontres, notamment celle de l'écrivain russe Ivan Turgenev, le grand ami des Viardot. Pour preuve, sur 10 ans, la cantatrice passera 5 années sur les routes européennes. Alors, lorsque la Révolution éclate au début de l'année 1848, c'est le grand retour en France pour les Viardot. Dans la foulée, George Sand écrit ces mots à Pauline : « Je compte sur vous pour faire dans l'art la révolution que le peuple vient faire dans la politique. » C'est chose faite quand le 6 avril 1848, la nouvelle cantate de Pauline Viardot, intitulée La Jeune République, est jouée pour l'ouverture du Théâtre de la République à Paris. Pour George Sand, c'est une évidence. Il faut absolument que vous chantiez votre cantate. Je veux qu'on vous voie, qu'on vous admire, qu'on vous aime et que vous preniez pied en France de par la République.
Chantez-y si vous êtes ici. Il ne s'agit plus de s'user pour des bourgeois, mais de conquérir le peuple et le pouvoir. Reconquérir les scènes françaises. C'est précisément ce que va faire Pauline. La consécration a lieu le 16 avril 1849, lors de la première de l'opéra Le Prophète de Meyerbeer, dans lequel Pauline crée le rôle principal de Fidès. La thématique est dans l'air du temps, puisque la cantatrice incarne une mère, femme du peuple, dans la tourmente révolutionnaire. La presse est dithyrambique, à l'image des critiques d'art Théophile Gautier, Hector Berlioz ou encore Henri Martin, le républicain. Ivan Tourgueniev, désormais installé dans la propriété estivale des Viardot à Courtavenel, ne peut contenir sa joie et écrit à Pauline ces mots : « Vive la République, vive Pauline Viardot ». Le 17 juillet 1851, à l'Assemblée nationale, Victor Hugo tient un discours resté célèbre sur les États-Unis d'Europe. La République bat son plein, les grandes idées émergent et tout semble enfin sourire aux Viardot. Pourtant, la France s'apprête à connaître un nouveau coup du sort, mettant un terme à cette parenthèse républicaine. Pour les Viardot, le coup d'État du 2 décembre 1851 est un nouveau coup dur. Les républicains sont traqués, les arrestations se succèdent, et après avoir porté secours à leur ami le républicain Henri Martin, les Viardot sont perquisitionnés à leur tour, ce que Louise Hérite Viardot, la fille de Pauline, alors âgée de 10 ans, rappelle dans ses mémoires. Je cite : « C'était chez nous qu'on venait perquisitionner. Commença la recherche de personnes suspectes, d'armes cachées, de papiers compromettants. Pas une pièce, pas un placard, pas un meuble, pas un tiroir ne furent épargnés. Les policiers ne trouvèrent à emporter que 2 lettres enfermées dans le bureau de mon père, l'une de Manine, l'autre de Kossuth. » Au début de l'année 1852, Victor Hugo est condamné à l'exil. En Russie, au même moment, Ivan Tourgueniev est emprisonné sur ordre du tsar, puis assigné à résidence pendant 3 ans jusqu'en 1855 pour des positions jugées subversives. Chez les Viardot, rebelote. Louis subit un nouvel ostracisme politique et aucun des contrats de Pauline ne sont renouvelés sur les scènes parisiennes tout au long des années 1850. Désormais, Pauline Viardot se produira principalement dans ses salons de la rue de Douai, dans le quartier de la Nouvelle Athènes, à Paris. Très rapidement, ce salon devient un symbole de la République. L'un des salons les plus prisés du tout Paris, lieu de refuge des idéaux républicains. On y retrouve les patriotes italiens Giuseppe Verdi, Daniele Manin, mais aussi les républicains Henri Martin, Adolphe Crémieux, Louis Blanc, tous membres du gouvernement provisoire de 1848. On y retrouve également le député républicain Jules Simon ou le poète Alphonse de Lamartine qui avait proclamé la République quelques années plus tôt. Le salon de Pauline Viardot devient un lieu de rencontre pour l'Europe entière. Ivan Tourgueniev, Camille Saint-Saëns, Harry Schaeffer, Rossini, Wagner, Liszt, Verdi, Dickens, Victor Hugo, Dumas, Flaubert, Zola, George Sand, tous s'y succéderont. S'il fallait encore convaincre de son attachement à la République, en 1854, Pauline Viardot donne naissance à sa 3e fille, Marianne, comme un symbole. Alors qui de mieux que Pauline Viardot, surnommée l'archimusicienne par Franz Liszt, une femme artiste, patronne des arts, hôte de salon, républicaine, européenne, humaniste polyglotte, pour devenir la figure tutélaire du Centre européen de musique. Elle qui a parcouru l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Elle qui a accueilli en ses salons de Baden-Baden et de Paris toute l'Europe culturelle du XIXe siècle. Elle qui a chanté devant toutes les têtes couronnées d'Europe, adoubée par tous les plus grands compositeurs de son temps. Elle qui fut patronne des arts, possédant notamment le manuscrit de Don Giovanni de Mozart, par ailleurs objet de pèlerinage pour Rossini et Tchaïkovski. Elle qui, du haut de son exceptionnelle longévité, fut un lien fondamental et un témoin privilégié des différentes générations d'artistes et d'intellectuels de son temps. Enfin, elle qui fut à la fois chanteuse, tragédienne, pianiste, compositrice, professeure, créatrice et même costumière. Cette transversalité, cette transdisciplinarité, cette dimension intergénérationnelle, c'est ce qu'incarne précisément le Centre européen de musique à l'heure actuelle. Choisir le lieu de Bougival, berceau de l'impressionnisme, cœur du romantisme, ne peut être anodin. Car choisir Bougival, c'est prendre le parti de faire renaître de ses cendres la mémoire de Pauline Viardot. Choisir Bougival, c'est une ode à Carmen, opéra romantique par excellence et succès planétaire entré aujourd'hui dans la culture populaire. Enfin, choisir Bougival, c'est unifier l'Europe en faisant revivre le triangle magique
Tourguenieff, Viardot, Bizet. C'est valoriser notre histoire commune en restaurant un patrimoine culturel qui fait honneur à l'Europe. Pour tout cela, le Centre européen de musique représente un formidable lien entre passé, présent et futur. Dans ce contexte, le soutien de la Commission européenne au projet du CEM est un signal puissant qui démontre que l'Europe culturelle est à portée de main. Face à la crise actuelle du coronavirus, l'Union européenne doit saisir l'opportunité de ce tournant majeur pour changer de paradigme. Alors lorsqu'on a 27 ans, on place évidemment ses espoirs dans ce sursaut européen, car les nombreux défis du XXIe siècle nous invitent à changer d'échelle. Face à ces défis, l'Europe doit représenter un idéal, un mode de vie à part entière, être précurseur. En guise d'introduction, l'éminent historien Orlando Figes soulignait à juste titre qu'en ces temps où l'unité européenne apparaissait de nouveau menacée, il était plus important que jamais de s'allier à la force unificatrice de l'art. Je crois effectivement qu'il en va de l'adhésion des peuples au projet européen et notamment de notre sentiment d'appartenance à un destin commun. Là encore, l'Europe culturelle en est la clé. Alors je peux vous dire une chose, et ce sera mon mot de conclusion. Ayant vécu ces dernières années en Italie, en Belgique, en Pologne, j'ai pu effectivement remarquer certaines différences avec mon pays, la France. Mais c'est bien en vivant aux États-Unis que j'ai pu réaliser à quel point j'étais profondément européen. Alors vive l'Europe, vive Pauline Viardot et vive le Centre européen de musique.